Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'assurance Tu t'en balances. L'assurance Tu t'en balances? Eh bah faut pas. Et aujourd'hui, on va poser des questions, on va plutôt avoir des réponses aux questions que tout le monde se pose mais que personne n'ose poser. Enfin si, vous nous les avez posées et je vais les poser aujourd'hui à Olivier Barriot. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Amélie. Tu es formateur enseignant en droit des assurances. C'est bien ça. Et j'en sais quelque chose puisque tu m'as formé notamment sur l'assurance auto. C'est vrai? Eh oui. Oui. Tu t'en rappelles déjà? Je m'en souviens. Oui, ok. Bon, et alors aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que nous, chez Les Furets, on est très proche de nos clients et via le Customer Support, on a pas mal de questions, dont certaines qui se répètent, on a remarqué, qui sont très récurrentes. Et on en a aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit best-of des questions les plus fréquentes. Tu vois ce que c'est que le CECRL? Je pense que c'est au niveau des langues, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Voilà, C'est ça doit ça. être ça. Hein. Et ben, j'ai pris à peu près ce schéma pour scinder les questions en 3 niveaux. On commence par A alors. Exactement. On va commencer par le niveau A1, Super. A2. Super. On va avoir 5 questions, puis on passera tranquillement au niveau B et au niveau C. Et j'ai juste une question hors sujet avant, parce que je suis curieuse de savoir si tu parles allemand. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. L'anglais ça va, mais l'allemand pas du tout, désolé. Mais c'est tout ça pour dire, c'est que je voulais te poser une question, c'est est-ce que, toi qui n'y connais rien en allemand, est-ce que c'est plus facile d'apprendre l'allemand à l'âge adulte, là, ou d'apprendre l'assurance, qui est une langue aussi étrangère, quelque part? Oui, alors si on désacralise un peu l'assurance et on oublie le jargon et toute la prose de nos amis assureurs, on peut arriver à comprendre des fondamentaux relativement simplement, oui, c'est faisable. Hein. Il faut un peu désacraliser le discours, c'est tout. C'est exactement ça, et donc c'est parfait, parce que apprendre l'assurance à 30 ans, finalement, c'est plus facile qu'à 3 ans, quoi. On est bien d'accord. Voilà, On est donc bien d'accord. on est bon, peu importe qui nous écoute, on pourra tous apprendre quelque chose aujourd'hui, et on va le faire dans la bonne humeur. Ça va traiter MRH, donc multirisque habitation, assurance habitation, Mhm. et assurance auto. Alors, question numéro 1. Quelle est la différence entre un conducteur secondaire et un conducteur occasionnel? La fréquence de conduite. Conduire une fois 500 km ou 10 fois 50 km, c'est complètement différent. Ah, Celui qui conduit une fois 500 km est un conducteur occasionnel. ouais. Celui qui conduit 10 fois 50 km est un conducteur secondaire. Hein, le conducteur secondaire, c'est celui qui n'utilise pas le véhicule à titre principal, mais très régulièrement, le conjoint, un enfant du foyer. Alors que le conducteur occasionnel est celui qui, ponctuellement, non pas régulièrement, mais ponctuellement, un ami, un parent, pour un Ok. déménagement peut-être, pour aller chercher un ami à 400 km, va utiliser le véhicule. La question est importante pour les assureurs, effectivement. Mais alors du coup, est-ce que ces personnes doivent être inscrites au contrat? Alors, pour le conducteur principal et le secondaire, absolument, il n'y a pas de sujet. On vous pose Ok. la question de savoir, y a-t-il d'autres personnes dans le foyer susceptibles de conduire? Pourquoi? Ce n'est pas innocent, c'est évidemment pour savoir s'il y a probablement, possiblement, une personne qui pourrait être un conducteur occasionnel et donc proposer une garantie près de volant. Près de volant. Eh oui, ok. Il faut être vigilant sur cette garantie qui permet donc à un tiers qui n'est ni le conducteur principal ni le conducteur secondaire eh bien, d'être couvert. Donc c'est intéressant de le rappeler parce que donc le conducteur secondaire qui est inscrit doit être inscrit au Au contrat. bien sûr. Et donc si on inscrit son mari ou sa femme, ça peut pas être notre fils qui va conduire à la place. Écoutez, si le fils vient tous les samedis et utilise le véhicule pendant 1 heure ou 2, c'est un conducteur, il y a beaucoup de fréquences, hein. Voilà. C'est ouais. un conducteur secondaire, Eh c'est oui. pas un conducteur occasionnel. Faut faire attention à Hein, ça. c'est la fréquence qui fait la différence. Ok, très bien. C'est pas est-ce que vous conduisez beaucoup, c'est est-ce que vous conduisez souvent. Ok, c'est super. C'est clair? Parfait. Ouais. Deuxième question, un basique qu'on a régulièrement, c'est quoi la franchise? Est-ce que c'est possible d'avoir un contrat sans aucune franchise nulle part? Alors,
pour répondre à ta première question, la franchise, c'est la petite part du sinistre qu'on va laisser dans ton assiette. Comment ça marche, la franchise? Tu as une franchise de 200 euros, par exemple, Ouais. sur ton contrat auto pour les dommages que va subir le véhicule. Tu as un sinistre à 1000 euros, eh bien, l'assureur va retrancher cette franchise de 200 euros de ton indemnisation et te verser donc une indemnité de 800 euros. Donc 200 euros à ma charge. C'est la somme qui va rester à ta charge après l'intervention de l'assureur. Pour répondre à ta seconde question, peut-on trouver un contrat sans franchise? Alors, on peut trouver des contrats sans franchise sur une garantie brise-glace, une garantie incendie, une garantie vol. Mais le fait de le proposer commercialement est difficile parce que vous avez des franchises qui sont légales. Par exemple, en catastrophe naturelle, vous avez une franchise de 380 qu'on ne peut ni moduler, ni racheter, Et oui. etc. Ok. Ce qui n'est pas le cas d'autres franchises. Alors, moi, je dirais, voilà, si on vous dit contrat sans franchise, c'est un peu comme le petit déjeuner tout compris. Il faut quand même aller vérifier garantie par garantie ce qu'il en est. Super clair. Troisième question. Justement, que couvre le bris de glace? Est-ce que les phares sont aussi couverts? Alors, c'est une garantie importante. Là encore, c'est à la lumière des clauses du contrat qu'on va savoir précisément. D'un assureur à un autre, ils n'auront pas la même position. Certains sont plutôt prudents, d'autres ne le sont pas. On a une difficulté bien souvent, non pas avec le pare-brise, les vitrages, mais souvent avec les feux arrière, Ok. pour lesquels on utilise des LED, des composants qui coûtent beaucoup d'argent. Eh oui. Et donc là, vous devez vérifier votre contrat. Donc, il ne suffit pas qu'on vous dise vous êtes assuré en brise-glace. Oui, mais qu'est-ce qui est couvert? Est-ce que mon toit ouvrant est couvert? Est-ce que si vous devez recalibrer la vidéo, par exemple, est-ce que c'est couvert? Voilà. Alors, question numéro 4. Ça sert à quoi la garantie dommage tout accident? Alors, l'acronyme DTA, dommage tout accident, c'est ce qui permet de passer d'une formule d'entrée de gamme avec responsabilité civile, défense pénale et recours, à une formule tout inclus, une formule fantastique qui va tout couvrir. La garantie dommage tout accident, c'est une garantie qui couvre le véhicule, Ok. donc les dommages matériels au véhicule. L'intérêt est que vous êtes couvert alors que vous pouvez être responsable de votre propre accident. Vous entrez dans un muret, dans un poteau, il n'y a personne à mettre en cause Oui. susceptible de réparer les dommages causés à votre véhicule. Vous êtes responsable de votre propre turpitude, en quelque sorte. Et donc, la loi dit que vous n'avez pas le droit d'être indemnisé. Il n'y a pas de garant en face. C'est un peu du coup la tout risque. On entend tout Ah ben, risque. c'est ça. DTA, ça veut dire tout risque. Ça veut Ok. dire full cover. Ok. Vous êtes Ok. super bien protégé. C'est vraiment la crème de la crème des garanties pour le véhicule, hein, pour Ok. le matériel. Et alors, toutes les DTA se ressemblent, toutes les garanties Oui, toutes les DTA se ressemblent. En revanche, une autre question qui pourrait être intéressante, c'est à qui doit-on proposer une DTA? Va-t-on proposer une garantie dommage tout accident à une personne qui a un véhicule dont la valeur est de 3 000 à 4 000 euros? Je ne crois pas. Oui. Quelqu'un qui vient de financer en revanche son véhicule, qui a peut-être souscrit un crédit, qui a un véhicule neuf d'une certaine valeur, ça peut être intéressant pour lui qu'il soit couvert alors même qu'il est responsable de l'accident. Mais même celui qui utilise son vieux taco, mais pour aller travailler tous les jours, c'est pas forcément utile d'avoir Alors, une garantie dommage. Très bonne question. Évidemment, c'est super important. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a besoin de faire réparer rapidement. Eh oui. S'il n'a pas son outil de locomotion, il y a une difficulté Ouais. sur le travail peut-être, non? Ah. Donc l'idée, c'est de ne pas taper dans son plan d'épargne logement, d'avoir un assureur qui vous dit « Ah, monsieur ou madame, vous avez une garantie tout accident qui me permet, après le passage de l'expert, de vous régler rubis sur l'ongle. » Donc oui, c'est Ok. également intéressant dans le sens où, dans le cas, excusez-moi, où une personne a absolument besoin et très rapidement de son véhicule, en tout état de cause. Ouais, parce que c'est vrai qu'on lit souvent partout que c'est surtout quand on a un véhicule neuf, mais pour le coup, pas forcément. Pas que. Pas Pas voilà. que. Ok, super. Et alors, la 5e question dans ce Oui. niveau A. Qui s'occupe de résilier mon ancien contrat auto? Alors, l'assurance auto, c'est une assurance obligatoire. Donc, on ne peut pas, si vous me permettez l'expression, refermer un parapluie sans en avoir ouvert un autre. Pas mal. Hein, donc, il faut vraiment de la continuité, qu'il n'y ait pas de trou de garantie entre
l'ancien contrat et le nouveau contrat. C'est bien Eh oui. souvent le nouvel assureur qui prend en charge, les démarches, excuse-moi, pour faire passer la résiliation, notamment dans le cadre de la loi Hamon, après 12 mois de souscription, en auto, en MRH, voilà. Mais tu peux également le faire en tant qu'assuré. Voilà. Ok, on peut aussi. Tu peux également le faire. L'assureur, bien souvent dans la pratique, le fait de lui-même avec les informations que tu vas lui fournir, ton numéro d'immatriculation, ton adresse, numéro d'assuré, etc. Et puis, pour qu'il soit garant de la continuité de la couverture de l'assurance RC, notamment en auto, c'est important de peut-être confier la démarche à son assureur. Eh ben, maintenant qu'on a posé les bases, voilà, et on a eu 5 questions, maintenant on va pouvoir passer au niveau suivant. Là, on va être sur le B1, B2. Là, ce sont des assurés qui nous posent des questions un peu plus techniques, donc peut-être qu'ils ont déjà un peu regardé leur contrat. Et on est parti avec la première. Alors, pourquoi, donc dans la garantie, donc c'est pourquoi 25 km pour l'assistance. Donc je pense que la question c'était pourquoi on dit 25 km ou 50 km pour la garantie assistance. Ça démarre à partir d'où du coup? C'est ce qu'on appelle une franchise kilométrique. Tout simplement, ça veut dire que l'assureur n'intervient pas si vous êtes dans une distance comprise entre 0 et 25 km à partir de votre domicile. Ok. Si vous êtes à 24 km, il faut pousser un peu le véhicule. Sinon, l'assureur, assisteur, ne va pas intervenir. Il a une franchise, vous subissez une franchise kilométrique de 25 km. Donc, le véhicule est en bas de chez vous, personne ne peut intervenir. Donc, on intervient à compter de 25 km. À compter de... Oui, et à compter de 25 km à partir de l'adresse déclarée aux conditions particulières de votre contrat. Non pas l'adresse où vous êtes assuré, non pas l'adresse d'un dépanneur ou je ne sais qui, l'adresse de votre contrat. Et donc, si on part en vacances, on fait 500 km, on se retrouve je sais pas, en panne à Fréjus, je sais pas. C'est un problème. C'est OK. Ouais. Voilà. Alors, parfois, il faut distinguer entre l'assistance panne et l'assistance accident. Vous avez des assistances panne à 0 km. OK. En bas de chez vous, vous avez besoin de votre véhicule pour aller travailler, par exemple, encore une fois, eh bien, vous avez des formules qui vont proposer ce type d'assistance. C'est plutôt une bonne offre. Hein. Et en cas d'accident, est-ce qu'il y a toujours cette franchise kilométrique? Vous pouvez choisir sans franchise. Mais a priori, l'accident, vous l'avez lorsque vous circulez. OK. Donc, si pour la franchise, on parle plutôt de franchise en accident Ouais. et absence de franchise en panne, parce que le véhicule peut tomber en panne en bas de chez vous. OK. Un accident en bas de chez vous, enfin... C'est peu probable. Enfin, c'est peu moins probable. probable. Ouais. Moins OK. probable. Hein, donc, on doit distinguer les deux. Ça dépend si on sait se garer, parce que bon, moi, par exemple... Voilà, bon, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. OK. Alors, question 2 de ce niveau B. Pourquoi l'adresse exacte est souvent demandée quand on souscrit une assurance? OK, eh bien, en MRH, par exemple, on le verra en auto, mais en MRH. Quand multirisque habitation. Moi, ça me semble important. Et je pense que tu vas comprendre pourquoi. En MRH, ça permet de zoner. Hein. On a des éléments de l'INSEE qui nous permettent de zoner les zones dans lesquelles il y a le plus d'incendies, parce qu'on est à proximité de bois, de forêts. Il y a le plus de vols. Il y a le plus d'événements climatiques, parce qu'on est à portée de cours d'eau, par exemple. Et puis ça, c'est de plus en plus fréquent. Absolument. Donc, ça permet d'avoir, pour l'assureur, une vraie approche, une vraie connaissance du risque auquel il s'apprête, qu'il s'apprête à accorder et à accepter. Hein. Il veut souscrire son risque, mais en toute connaissance de cause, et c'est la raison pour laquelle vous devez répondre très exactement à la question qu'il vous pose. C'est pas par pure curiosité ou pour faire du tourisme, hein, c'est vraiment pour savoir, c'est l'adresse donc où vous recevez votre courrier, hein, et c'est important parce que la sinistralité n'est pas la même en vol dans telle ou telle partie de la France. Hein, et donc, vous aurez un différentiel sur le montant de votre prime. Et en fait, finalement, ça joue sur ça joue sur le tarif qu'on va payer à la fin. Et j'ai eu le cas il y a pas longtemps, ma mère qui déménage et qui oublie de changer son adresse. Et quand elle fait le changement, elle a perdu, je crois, presque 10 € par mois, alors qu'on était, c'est à 50 km près, quoi. Donc, c'est vraiment important à ce point. C'est vraiment délimité. On a considéré qu'il y avait une aggravation du risque, probablement. Voilà, OK. Je ne connais pas la cause, mais probablement. Et pour une voiture, un véhicule, c'est important. Par exemple, d'indiquer que le véhicule est dans un box ou bien sur la voie publique. Elles ne vont pas passer la même nuit, ces deux voitures, c'est évident. C'est sûr. N'est-ce pas ?
Il y a plus de risques. Bon. Donc, quand on déménage, on pense à prévenir. Enfin, là, je parle pour l'auto. Pour la Oui, MRH, oui, ça oui, paraît c'est logique. une obligation que vous avez dans les 15 jours. Hein. Dans les 15 jours. Dans ok. les 15 jours du déménagement, de la connaissance, hein, vous avez déménagé, vous avez 15 jours pour en informer votre assureur. Et alors, troisième question maintenant. Est-ce que le remplacement de mes clés de voiture est couvert si je les perds ou qu'on me les vole en cas d'assurance auto? Alors, je ne sais pas quelle formule avait ce jeune homme ou cette jeune femme. Alors, une clé aujourd'hui, c'est pas seulement un petit morceau de, c'est pas seulement un petit morceau de Ben métal. non. Hein. Parfois, c'est un petit bidule ou un petit machin, si tu me permets l'expression, qui peut coûter un certain prix parce que, évidemment, avec des composants électroniques, notamment, ça va dépendre du contrat. En pratique, qu'est-ce qui va se passer? L'assureur va d'abord gérer ton vol, qui peut être un vol un vol de véhicule, hein. Un vol Ouais. de véhicule avec les clés. Dans ce cas-là, il n'y a pas trop de difficultés. Quand tu vas déclarer un vol aux autorités, Ouais. tu dis que les choses se sont réellement passées de cette façon. On porte plainte. Absolument, il faut déposer plainte. Et l'assureur peut être plus enclin à intervenir en cas de vol de Ok. clés plutôt qu'en cas de perte de clés. En cas de Oui. perte de clés, c'est plus rare, je dirais. Ok. C'est peut-être une garantie qu'on peut trouver dans le volet assistance d'un contrat. Ok. Donc, encore une fois, il faut Regardez son son contrat, tout comme le vol des papiers, par exemple. On sait que c'est très embêtant de refaire la carte Ouais. grise des papiers. Est-ce que tout cela est couvert Bah, j'ai eu le cas l'année dernière. si Et... c'est dérobé? Il faut malheureusement, c'est bien, il faut aller regarder un peu ce qui est indiqué dans le contrat. En plus, aujourd'hui, on a moins quand même d'excuses avec les intelligences artificielles qui peuvent faire un résumé ou aller chercher l'information au bon endroit. En tout cas. Oui. Alors, question suivante. Oui. Pourquoi doit-on donner le modèle exact de la voiture? Eh bien, c'est très simple. Deux modèles de la même marque n'ont probablement pas le même prix catalogue. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les Oui. mêmes composants. Le prix ou le coût de réparation de ces deux modèles de la même marque commerciale, encore une fois, ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes pièces. C'était pas la même puissance Pas moteur. la même année. Absolument. Donc, c'est important. Alors, c'est pas la même couleur, j'allais dire. Alors, je ne sais pas si tu rebondirais là-dessus, mais c'est important en tout cas d'avoir le maximum d'informations effectivement sur le modèle. Ok. Et alors, tu parles de couleur. Le coût de la voiture rouge qui coûtait plus cher à l'époque, c'est C'est un fake mythe. news? C'est un mythe. C'est Ah, une c'est- fake news. Ah ouais. Oui, c'est bien Ok. sûr parce qu'on pense aux voitures rouges, aux voitures sportives, hein, mais une Ferrari bleue ou rouge, c'est exactement le même tarif. Ok, Donc, autant pour moi. non, il faut démystifier, ça n'existe pas. Question suivante. La garantie personnelle du conducteur. Ouais. Alors, on la voit partout, mais en pratique, quand est-ce qu'elle se déclenche et comment on est indemnisé? Ça, c'est un peu plus technique déjà. Ouais, tout à l'heure, on a parlé de la garantie de dommages tout accident, qui est la crème de la protection du véhicule. Là, on s'intéresse à une garantie qui, selon moi, devrait être obligatoire et qui vient réparer les dommages de la personne qui est derrière le volant, Oui. le conducteur. Hein. La loi nous dit, voilà, le conducteur qui commet une faute de conduite, je grille un stop, je suis en chaise roulante, je n'ai pas droit d'être indemnisé. C'est ce que me dit la loi. Eh oui. Le contrat améliore ma situation et me Ok. propose la garantie corporelle ou personnelle du conducteur, hein, qui me permet donc d'être indemnisé par mon propre assureur si je suis responsable de mon propre malheur. Je suis rentré dans un arbre, j'ai grillé un stop, je suis blessé. Et donc, on va venir m'indemniser. Deux modes d'indemnisation, un mode forfaitaire et un mode indemnitaire. Le mode indemnitaire, évidemment, essaie de vous replacer dans la situation qui est la vôtre. Donc, on Ouais. est plus proche de Ce votre qui s'est passé. véritable dommage. Avec des seuils de déclenchement des garanties. Hein. On vous permet de rentrer dans la garantie si vous avez 5 ou 10% d'invalidité, par exemple. Ah, donc Il faut être vigilant à ça. Oui, il y a un minimum et c'est pas forcément la même chose du coup chez tous les contrats. Tous les Non, ils assureurs. peuvent varier de 1, 5 à 10, par exemple. Ok, Donc, très clair. Donc, important de regarder le plafond, mais important de regarder comment on rentre dans la garantie également. Et puis ça va de pair avec la DTA finalement pour être. Ah ben, on Vraiment protège couvert. et le matériel et le corporel. Bon, c'est super. Vaut Et les mieux, autres ouais. avec la responsabilité civile, évidemment. C'est le combo parfait du coup. Allez, là on passe aux dernières questions. Je vais commencer par une question assez banale, je pense. Il y a 3 cheminées, mais je ne sais pas si elles sont opérationnelles. Dans tous les cas, je prévois de ne pas les utiliser. Mhm. Comment dois-je les déclarer? Dois-je les déclarer? Alors, c'est très simple. Il faut tout simplement à la question « Avez-vous des cheminées ?» dire « Oui, j'ai 3 cheminées. Oui. » Celui qui est en face, qui vous écoute, veut connaître les existants chez vous. Oui. Donc, est-ce qu'il y a, oui, une cheminée peut être à la source ou participer au risque d'incendie. Donc, on doit savoir, même si les cheminées ne sont pas en état d'être utilisées, si vous en avez. Ok. Donc, si vous ne savez pas si on peut les utiliser ou pas, vous dites « Je ne sais pas ».
c'est mieux que oui ou que non. En assurance, le je ne sais pas est mieux que le oui ou le non. Et ben ça, c'est bon à savoir. Pour le coup. En tout cas, il faut indiquer que vous avez 3 cheminées. C'est pas uniquement de la décorade. Oui, parce qu'on pourrait se dire, bon, je les utilise pas, donc je les déclare pas, quoi. On les déclare, ensuite vous êtes amené à les utiliser, eh bien, il faudra faire les choses dans le bon ordre. Hein. Alors ensuite, imaginons que mon chihuahua, Kiki, il est dans la voiture quand je vais à la boulangerie. Donc évidemment, ça c'est une question qui vient de moi. Je me suis un peu greffée dans le sujet parce que ça m'intéresse. Je vais à la boulangerie acheter une baguette. Kiki, il est dans la voiture et je reviens. Ma voiture est plus là, mais Kiki était dedans et Kiki n'est plus là. Si j'appelle mon assureur, est-ce qu'il va me rironner ou est-ce qu'il va faire quelque chose pour mon chien? Alors moi j'ai envie de rire, mais je sens beaucoup d'affect dans cette question. Ouais, attention. Amélie, donc je ne me permettrai pas de rire ni même de sourire. Les animaux, il faut savoir depuis 2015, ne sont plus considérés comme des meubles, mais comme des êtres doués de conscience. Comme des meubles. Il l'était auparavant. Mais certaines règles applicables aux meubles continuent à être appliquées aux animaux. Et c'est ce que font les assureurs. La réponse des assureurs à cette loi de 2015 qui, à la demande des associations, eh bien, en met un peu plus, hein, évidemment, sur la notion de c'est quoi un animal, n'a pas affecté les assureurs qui continuent à considérer l'animal comme du contenu. Alors, c'est pas du GPS, c'est pas un radar, c'est pas une alarme, mais néanmoins, il faut se référer à la clause contenu du véhicule pour vérifier qu'on a bien une prise en charge ou pas de l'animal. Je suis désolé, la réponse est très... Donc si je veux assurer Kiki dans la voiture... Sur ce coup-ci, elle n'est pas formidable, je trouve, avec bien souvent des exceptions, mais ça vaut aussi dans le cadre d'un vol, dans le cadre d'un accident. Que fait-on dans le cas d'un accident? Le chien est blessé, est-ce qu'il est couvert? S'il n'y a pas de mutuelle, a priori, il faut regarder le contrat. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, je comprends, on est vraiment dans la fête. Donc, là, il faut aller sur le contrat. Donc, finalement, ils vont nous rembourser quoi, la valeur d'achat du chien Ah, alors oui, il n'y a pas de préjudice d'affection, etc. C'est peut-être des soins, des frais d'incinération, mais il n'y a pas de préjudice moral, etc. Non. Ok. Non, voilà, on est sur un être qui n'est pas encore doté de personnalité juridique, hein, d'accord? Donc, on ne peut pas régler un préjudice d'affection, si vous voulez, c'est pas possible. Question suivante. Je vous vois un peu déçu. Non, mais je retiens mes larmes, tout va bien. J'achète une maison en SCI, donc en Société Civile Immobilière. Ouais. Je serai associée occupante. Quelle assurance dois-je envisager? Oui, d'accord. En fait, il faut distinguer deux choses. Il y a vraiment une communauté d'intérêt. Ici, vous avez des gens qui mettent en place une société civile immobilière pour acheter un bien immobilier qu'ils vont occuper. Ils vont donc payer des loyers à la société civile immobilière. Donc, est-ce que c'est légal, ça, déjà? Pardon? C'est légal, ça? Bien sûr. Et il y a un intérêt patrimonial fort à mettre en place ce type de schéma avec une société civile individuelle, et notamment dans le cadre de la transmission de ces biens. Donc, monsieur et madame Bernard sont les actionnaires de la SCI, mais aussi les occupants de l'appartement. Donc, ils vont payer un loyer à la SCI. Ils se payent un loyer à eux-mêmes. C'est assez dingue, ça. Eh oui. Alors, on doit avoir un seul et même contrat. On a une communauté d'intérêt, ce sont les mêmes personnes. Un professionnel aujourd'hui qui vous proposerait de contrat serait, en termes de devoir de conseil, limite. Okay. On doit vous proposer un seul et même contrat. Un contrat pour la SCI qui va couvrir l'immobilier, les dommages à l'immobilier. Et évidemment, un contrat pour les occupants, pour les risques liés à l'occupation, et puis les garanties vol, incendie, dégâts des eaux, etc. Donc qui peuvent toucher leurs biens personnels, non pas l'immobilier. Donc une assurance souscrite pour l'immobilier par la SCI, et également pour le compte des occupants, mais pour leurs biens personnels. Donc assurance habitation pour le coup. Oui, ce serait absolument ça. Ok. Alors cette question, c'est quelqu'un qui envisage le pire des scénarios. Il part en vacances, et pendant qu'il part en vacances, il y a un cambriolage, et juste après, il y a un incendie. Mais il n'est pas au courant, personne ne le prévient. Il rentre de vacances une semaine après, et là, le drame. Mais alors, son assureur, est-ce qu'il va le renvoyer balader? Parce que il y a peut-être un délai qui a été dépassé. Enfin, ça fait une semaine que c'est venu. Comment lui prouver que j'étais pas là? Comment on fait? On va poser le principe. Ce n'est pas à partir du moment où le voleur entre dans la maison que vous devez déclarer le sinistre. C'est quand vous constatez que le voleur est entré dans la maison. Donc, c'est que dès que vous avez connaissance du sinistre, sans savoir quand le vol s'est produit, vous étiez en vacances.
Donc si mon voisin, il me prévient, si votre par contre, voisin j'ai plus vous appelle d'excuses. sur votre téléphone portable et qu'on arrive à le démontrer, votre assureur le démontre, Eh ouais. là, et vous devez déclarer dans 48 heures, vous ne le faites pas, il y a une difficulté. Ok. Amélie, là c'est clair, tu es en difficulté. Ouais. À défaut, ce n'est qu'à ton retour que tu pourras ici oui. être diligente, conformément au contrat, remplir tes obligations de déclaration dans les délais impartis. Enfin bon, si mes voisins ils se rendent pas compte que je me suis fait cambrioler. Alors, tu gardes tes billets incendie, d'avion, tu gardes tout ce qui permet de justifier que tu n'étais pas présente. Et donc même s'il y a 2 dégâts, 2 drames, ça va Si être- on avait effectivement déclaré le premier, peut-être que le second ne serait pas survenu, mais tu n'étais pas là pour le déclarer, le oui. premier. Donc la question ne se pose même pas. Ok. Il faut que tu puisses justifier et à charge pour l'assureur d'apporter la preuve contraire, dire que tu es une Ouais, menteuse, c'est ça, non c'est à lui plutôt mais que tu de- puisses justifier ok. que tu n'étais pas là. Tu étais dans l'impossibilité de déclarer le sinistre. Ok, bah, j'espère que ça m'arrivera pas et que ça Mais arrive. non, ça- j'espère aussi, personne. j'espère aussi. Et alors, notre dernière question. Oui, Ah, encore des animaux. super. J'ai un terrain de plaisance avec un étang et un chalet. Et je Oui. voudrais savoir si je peux assurer tout ça avec des garanties type vol, incendie, vandalisme. Mhm. Car l'assureur avec qui j'ai traité m'a proposé uniquement une responsabilité civile pour le terrain et l'étang. Mhm. Et pour l'étang, est-ce qu'il existe des garanties pour mes poissons? Mhm. Parce que j'en ai pour pas mal d'argent dedans. D'accord. Ok, il y a plusieurs questions. Alors, il faut distinguer, il y a différents risques. Hein. Ouais. Il faut le chalet. C'est quoi le chalet? Qu'est-ce qu'il y a dans le chalet? Il y a peut-être de l'outillage qui vaut de l'argent. Est-ce qu'il est cadenassé? Est-ce qu'on va le déclarer en tant que tel? Ou bien est-ce que finalement c'est un chalet dans lequel il n'y a rien du tout Ouais, et ok, ça. qu'on n'a pas assuré? Néanmoins, si une tuile du chalet tombe sur quelqu'un, ben voilà, vous avez la responsabilité civile. Tout comme pour l'étang. L'étang, il peut y avoir un débordement, une personne peut tomber dans l'étang, se noyer. Donc pour la RC, pas de problème. Ok. Bon, maintenant, petit problème avec les poissons. On ne parle pas d'un pisciculteur. Hein. Non, absolument Des pas personnes ça. qui élèvent des carpes ou du Non. saumon, mais pour les vendre. On ne Non, parle pas non, de ça. c'est un particulier, donc... Ouais, à ma connaissance, je n'ai jamais vu, et d'où l'intérêt peut-être de faire appel à un courtier sur un risque aussi spécifique, mais j'ai jamais vu de garantie qui va couvrir vos carpes. Effectivement, alors que pourrait-il leur arriver? D'être volé peut-être? Oui. Oui, Oui. sait-on jamais, ça peut arriver. Comme avec on Kiki, peut avoir hein. des poissons dans lesquels on a investi effectivement un sacré budget. Alors, je serais bien incapable. Je crois qu'il faut vraiment, on n'est pas sur un risque standard, tu l'auras Ouais. compris, il faut une garantie spécifique. Oui, donc à la limite, se renseigner auprès d'un alors, courtier, pour les mais rien professionnels, il de... n'y a pas de problème. Hein. Tu es pisciculteur, c'est normal qu'on t'assure pour le vol de tes poissons. Quoi. Oui. Il n'y a pas de sujet. Alors maintenant, c'est un objet de valeur. On peut considérer aussi Oui, que c'est un objet de valeur en fonction du prix unitaire des poissons. on peut le déclarer en collection, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Enfin, en Ouais. collection, je ne sais pas, mais plutôt non pas en bijoux, mais en objet de valeur. Hein, si on vous dit, voilà, un objet de valeur, c'est 1500 ou 1800 € pièce, bah, si c'est le cas pour tes fameuses carpes, on est bon. En Ah. voiture, Simone. Ok, donc ça, dans un contrat assurance... Sauf si dans Habitation. les objets de valeur, on te dit, bah, les poissons, les animaux ne sont Ouais, c'est vrai que jamais c'est- considérés, quelle que soit leur valeur, jamais considérés comme des objets de valeur. Eh Ce oui. qui n'est pas D'accord. exclu, je te rappelle, tu connais le principe comme moi, et Ouais. garantie. Alors, garantie peut être garantie à condition Ouais. d'atteindre Ouais. un certain niveau de prix. Ok, donc s'il De n'y a pas valeur. forcément d'exclusion de garantie dans le contrat qu'on présente, on peut faire passer les carpes koi. Oui, voilà, c'est pas... Non, mais ça peut être un investissement. Hein, je l'entends, Oui, hein. mais ça vaut de l'argent. Absolument, bien Ça, sûr. c'est vrai. Et ben Olivier, c'était la dernière question. Alors merci beaucoup. Merci, Rémi. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et pour la prochaine fois, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. D'ailleurs, Olivier, si je te demande de revenir pour répondre à nouveau à des questions, tu serais partant. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de l'assurance Tu t'en balances.